El personal acreditado, diplomático acreditado de nuestra embajada y de otras embajadas, señoras y señores, queridos amigos, lo primero, darles las gracias por su presencia aquí en un acto importante del Instituto Cervantes hoy, y permítanme que les presente, aunque sea de manera muy breve, a las personas que van a intervenir hoy. Algunas de ellas no necesitan, evidentemente, presentación. A mi lado tenemos a Jean-Louis Bourlanges, que es diputado de la Asamblea Nacional Francesa por el MoDem, con una larga tradición política, pero también de otro tipo. Ha sido auditor en el Consejo Superior de Cuentas, en el Consejo Nacional, ha sido profesor de universidad, pertenece a la ENA y también ha dado clase en el Instituto de Estudios Políticos. A su lado, nuestro embajador, que evidentemente no requiere ningún tipo de presentación y nos honra con su presencia. Benoît Pellistrandi, a su lado, que es un gran escritor, historiador, agrégé d'histoire y docteur en histoire. Es uno, para mis conocimientos, uno de los mejores historiadores que tiene Francia en este momento, de los grandes conocedores de la historia de España y, por qué no decirlo, también un gran amigo de esta casa y gran amigo de España. A su lado tenemos a Benoît Chantre, que es crítico literario, dramaturgo, ensayista. Ha escrito un libro fundamental sobre Paul Claudel, si no recuerdo mal, sobre Charles Péguy. Debo de reconocer que venían muy cerca mi antigua historia de la literatura francesa. Y considero que además es una de esas personas valientes que sigue editando libros hoy en día, cosa que no es fácil. Y a su lado, finalmente, José Luis Corral, que es profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, y además de ser un eminente profesor de historia, es un escritor de un género que está hoy en día muy en boga y que es algo estupendo, creo, para la gente joven, que es la novela histórica. Normalmente la gente que empieza leyendo novela histórica acaba en temas mucho más profundos, creo. Quisiera decirles unas brevísimas palabras, voy a ser muy breves, pero creo que a veces hay cosas que se olvidan y no conviene que se olviden. Decía Hans Kelsen, experto en Derecho Constitucional y experto también, se podría decir, en Filosofía del Derecho, hablaba Hans Kelsen de la pirámide normativa y decía Kelsen que en lo alto de esa pirámide normativa está la Constitución de un país. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque me parece oportuno hoy, en un acto como este, recordar que España tiene una Constitución de 1978 aprobada entró en vigor el 29 de diciembre del año 78 y fue aprobada el 6 de diciembre, festivo, como todos sabemos. Creo que es un momento históricamente importante, porque además esa Constitución fue refrendada por el 88% del pueblo español. Digo esto porque creo que tiene relación con lo que hoy se va a decir aquí, o buena parte de esa relación. Y esa Constitución tiene también un origen importante, que es lo que los españoles llamamos la transición. Un momento muy importante de nuestra historia, en la cual todo el mundo estuvo a la altura y supo ceder y comprender. Nuestra Constitución, a veces parece que hay personas que lo ignoran, respeta absolutamente todos los derechos fundamentales y es la base de nuestro sistema jurídico, en el cual existe, como es bien sabido, la separación de poderes. Separación de poderes que algunos o muchos hemos leído en su origen en Montesquieu, que fue el gran
el gran inventor del término y la persona que de alguna manera sentó las bases de la democracia. Creo que me estoy alargando un poco, les pido disculpas y le voy a pasar la palabra al editor, a Benoît Chantre. Benoît, vamos a utilizar indistintamente español o francés. Supongo que nadie tendrá dificultades. Benoît, vous avez la parole. Merci. Merci. M'entendez-vous? Oui. M'entendez-vous? Je passerai le micro. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur. Je suis tout à fait honoré d'ouvrir cette soirée au nom des éditions des Clés de Mover, dont j'assure la direction éditoriale. Très heureux d'être à côté de mon homonyme, puisqu'il se prénomme comme moi Benoît, c'est donc une bénédiction, de pouvoir saluer ce livre. J'ai connu Benoît avant de le connaître chez un ami commun par le courage de ses prises de position lorsque toute cette affaire catalane a commencé à passer la barrière des Pyrénées. Nous disons en France, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Je ne sais pas où est l'erreur, où est la vérité. En tout cas, il y a parfois un barrage et une mécompréhension. La politique française a tendance à devenir très simple et très simpliste. Au moins, la politique espagnole est complexe, labyrinthique parfois, mais c'est une vraie joie pour nous que d'avoir enfin ce livre qui est un vadémécum de la crise catalane. Un livre que je trouve remarquable, c'est mon métier, c'est mon devoir de vous le dire, d'autant que je vous rappelle qu'il est en vente à la sortie de la salle, mais qui témoigne de vraie et grande qualité. Benoît Pellistrandi est un historien très reconnu. Il est aussi un homme de sang-froid, je dirais un cartésien, un classique, on dirait, puisque vous évoquiez Élie tout à l'heure, qui distinguait les classiques et les romantiques en politique. Benoît est un classique et non pas un romantique en politique. Non pas que je déteste a priori les romantiques en politique, mais les classiques ont au moins le mérite de revenir à quelques fondamentaux, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, une constitution votée à quasi-unanimité en 1978, où Benoît Pellistrandi voit un très beau moment politique, une vraie transition démocratique, et puis un drame qui est assez récent et qui fait parfois penser à une tragédie. Quand on regarde ça de l'autre côté des Pyrénées, on a parfois l'impression de réentendre l'Antigone de Sophocle. On voit monter une insurrection, on voit monter une contre-insurrection, et puis brusquement arrive la voix du prophète, Tirésias, qui rééquilibre tout cela, et notre Tirésias est à ma droite. Il est à la fois politiste, il s'avère dans ce livre remarquable historien, et il a peut-être des accents prophétiques dans les conclusions de ce livre que je trouve vraiment très impressionnant par la gravité de son ton, puisqu'au-delà du drame catalan et espagnol, au-delà de cette tragédie quand même, car Benoît évoque une expression forte qui vient de Karl von Clausewitz, de monter aux extrêmes. Si vraiment nous en sommes arrivés là, alors il est urgent de rééquilibrer les partenaires de ce duel et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc je serai aussi très heureux, bien sûr, d'entendre tous ceux qui vont prendre la parole aujourd'hui, car il me semble que l'heure est grave pour l'Espagne comme pour l'Europe. Je vous remercie beaucoup. A la Edad Media, y quizá mi presencia aquí se deba a que hace 4 años publiqué un libro en una pequeña editorial aragonesa, que el libro se titula La Corona de Aragón, manipulación, mito e historia. En la introducción de ese libro yo digo que la historia es un arma ideológica formidable y que como arma ideológica que es, el poder con mayúscula en cualquier tiempo, en cualquier época, lo ha utilizado. Y en estos tiempos se está utilizando la historia, manipulándola, tergiversándola, alterándola a propósito por cuestiones absolutamente políticas. En un error que caen algunos historiadores y que los políticos caen sistemáticamente. Ese error es lo que llamamos los historiadores el presentismo, que es hacerse una idea política del presente y proyectarla en el pasado más remoto posible, como si esa idea del presente hubiera existido siempre. Cataluña es una nación desde los tiempos de Adán y Eva hasta nuestros días, ¿no? Bueno, esa manipulación de la historia yo quería desmontarla en ese libro, porque paseando por cualquier gran monumento de Cataluña, el monasterio de Ripoll, San Escriu, cualquier otro,
Los carteles que anuncian diversos acontecimientos de la historia de esos edificios hablan sistemáticamente de una corona catalano-aragonesa que jamás existió, o de unos presuntos països catalans que nunca existieron. Una manipulación de la historia que pasa no solamente por tergiversar los hechos del pasado, sino también, como le estoy diciendo ahora, la semántica, la propia significación de las palabras. El hecho que está ocurriendo es realmente grave, ya no entro en cuestiones políticas, que lo hace evidentemente el profesor Pellistrani mucho mejor que yo, pero entro en cuestiones históricas. Cómo se utiliza la historia para dar una perspectiva del pasado absolutamente distorsionada para justificar una ideología política del presente. No solamente, como os decía, en la manipulación de los conceptos, sino también en la tergiversación de los hechos e incluso en la eliminación de la historia. Todo esto surge, a cabo de un minuto, cuando en el siglo XIX hubo un movimiento en Cataluña, sobre todo en Barcelona, llamado la Renaixença, que por cierto está copiada de un movimiento de ilustrados valencianos de la segunda mitad del siglo XVIII, que encabezados por Próspero de Bofarull y Mascarón, que fue entonces director de la Archivo de la Aragón a modernidad del siglo XIX, inventó algunos términos como estos y sobre todo hizo desaparecer algunos documentos que no cuadraban en esa ideología que empezaba a imponerse en Cataluña. Ese nacionalismo romántico, ese nacionalismo absolutamente inventado, ese nacionalismo que buscaba en un pasado atávico y absolutamente falso las raíces de una Cataluña de mitad del siglo XIX. A pesar de todo, esa historia se sigue manipulando, se sigue tergiversando y es una verdadera vergüenza que en las universidades catalanas, en muchas universidades catalanas, estos hechos no se denuncian. La historia es un arma ideológica formidable y es una pena que utilice de una forma torticera ese arma tan tremenda cuando se usa de una forma tan absolutamente desproporcionada. Très bien. Merci de m'avoir invité, merci d'abord Benoît, d'avoir écrit ce livre, et puis merci à vous tous, à l'Institut Cervantes, à vous, Monsieur l'Ambassadeur, d'avoir invité un honnête ignorant de la question pour essayer de réfléchir avec vous sur la base du livre extrêmement intéressant et que tout le monde devrait lire en Espagne, en Catalogne, en Espagne, en partie de l'Espagne, en France et en Europe, si on veut comprendre des choses importantes de ce monde. Alors, je trouve ce livre tout à fait admirable, et effectivement, on a parlé tout à l'heure de tragédie grecque, et je crois que c'est juste le mouvement que décrit Benoît Pellistrandi. C'est un mouvement dans lequel les acteurs sont emportés par un rôle qu'ils ont à la fois inauguré sans l'avoir vraiment totalement maîtrisé, et le jeu de tous ces rôles les conduit dans une affaire, dans une aventure qui est en réalité extrêmement dramatique. On voit bien d'ailleurs quand on lit ce livre, et c'est en cela que la crise catalane est exemplaire et très intéressante pour l'ensemble des Européens, à quel point il y a trois choses qui font défaut et qui expliquent cette ascension aux extrêmes, pour citer Clausewitz que vous avez cité tout à l'heure. C'est d'abord la stabilité. Nous sommes dans un monde qui ne se satisfait pas de la situation dans laquelle il est. La Constitution espagnole définissant un rapport assez précis et assez libéral et décentralisateur entre l'État et les autonomies a été approuvée à une majorité massive par l'ensemble des Espagnols et notamment par les Catalans. Mais c'était jadis, c'était naguère, et on veut toujours faire autre chose, aller plus loin. Et il y a un moment, on veut l'Europe aussi se définir comme une union sans cesse plus étroite. On ne sait jamais exactement où ça doit s'arrêter. Nous chérissons le mouvement. Vous avez parlé de classique, vous avez parlé de romantique, mais s'agissant de l'Espagne, je ne peux pas m'empêcher de parler de baroque.
Je dirais que, pour paraphraser Calderon, que l'Espagne est un songe. Et là, nous sommes vraiment dans une situation où les figures du maroquisme, c'est-à-dire la métamorphose, le mouvement, la réalité de la vie, la réalité de l'être qui s'exprime dans le mouvement plus que dans l'instantané classique, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel, mais qui nous emporte là où nous ne voulons pas, et là nous sentons bien que c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant et qui emporte, à vrai dire, l'ensemble des peuples d'Europe et sans doute du monde actuellement. La deuxième chose, c'est la modération. La modération, c'est une qualité essentielle. On voit bien dans le labyrinthe qu'a décrit, labyrinthe catalan qu'a décrit Benoît, on voit bien qu'elle a fait défaut. À un moment, là, ça a marché quand Convergence et Union étaient, somme toute, modérés sur le plan économique et social et ne voulaient pas tout chambouler. Il y avait une espèce d'arbitrage du temps de M. Pujol qui était assez clair entre une exaltation nationaliste qui était tempérée par la prudence sociale. Ça ne s'est, à un moment, cette modération a manqué. La bourgeoisie catalane, derrière Convergence et Union, s'est mobilisée sur des thèmes qui étaient des thèmes tout à fait extrêmes. Quant aux socialistes, à la gauche, ça a été la même chose. On a ce qui caractérise, ça c'est très très bien montré dans le livre, ce qui caractérise la crise, c'est la coïncidence de deux radicalismes. Un radicalisme national et un radicalisme anticapitaliste, un radicalisme de crise, un refus de la modération traditionnelle incarnée notamment par Felipe González pendant toute la période où les socialistes étaient au pouvoir en Espagne. Et là, on sent bien que cette double échappée pose un problème extrêmement précis. Et il me semble qu'en même temps, ça rend impossible, et ça apparaît très clairement dans le livre de Benoît, ça rend impossible la réalisation du projet. Parce que vous ne pouvez pas à la fois rassembler une société tout entière sur un thème d'indépendance et en même temps la fracturer sur le plan économique et social. Vous devez la mobiliser et l'unifier d'un côté si vous voulez porter votre discours autonomiste, indépendantiste, enfin peu importe le terme, même que ce soit évidemment essentiel politiquement. Vous ne pouvez pas faire cela et en même temps radicaliser votre combat politique et creuser une différence, et vous aboutissez à quelque chose qui est contraire au principe d'indépendance, qui est un référendum à 50%, ce qui ne signifie rien. Vous avez deux moitiés de société et vous ne pouvez pas faire une indépendance dans ces cas-là. La troisième chose qui fait défaut, c'est le partage. Et là, on voit bien dans le livre de Benoît, là aussi, à quel point tout ce qui s'est passé, notamment autour de 2010, etc., dans le fait que, il le dit très clairement, le fait que M. Rajoy n'ait pas eu besoin de Convergence et Union à Madrid, fait que les gens de Convergence et Union se sont retrouvés un petit peu isolés, un petit peu inutiles, et donc ont réinvesti dans une affaire nationaliste. Et à l'inverse, les socialistes ont eu le sentiment que Zapatero faisait affaire avec Convergence et Union, en disant moi je veux quand même faire une politique modérée, et se sont donc sentis doublement floués dans leur radicalisme et dans leur participation au pouvoir madrilène. Donc on voit bien que tous ces acteurs, tout cela, ce sont des choses que nous vivons tous. La crise de la stabilité, la crise de la modération, la crise du partage. Alors ce que je voudrais dire encore deux choses si vous m'y autorisez. Premièrement, ce qui est formidable dans ce livre, c'est l'affirmation de l'indivisibilité de la transition démocratique espagnole entre les trois niveaux, le niveau démocratique, le niveau, donc une démocratie qui s'affirme, qui s'organise, qui réalise, qui clôt la période franquiste. Deuxièmement, les autonomies, c'est donc un pacte général de l'ensemble des régions d'Espagne, et pas simplement une, deux ou trois. En général, une, on dit la Catalogne, deux, les Basques, et trois, la Galice. Non, c'est l'ensemble, et c'est un pacte où tout fonctionne ensemble.
c'est parce que chacun se reconnaît l'autre et tout le monde reconnaît l'État espagnol que ça peut marcher. Et la troisième dimension, c'est évidemment l'Europe. Et ce qui est très grave dans l'affaire, je suis bien incapable de savoir comment cette affaire va évoluer, mais ce qui me paraît très grave et ce qui apparaît très clairement dans le livre de Benoît, c'est que ces trois révolutions sont solidaires. Si vous touchez un des éléments, vous brutalisez et vous déséquilibrez l'ensemble et vous brutalisez les deux autres. Si la démarche sécessionniste et la démarche clairement hispanophobe des nationalistes catalans aboutissait, ça renverrait à une image de l'Espagne qui n'est ni européenne, ni démocratique, ni préservatrice des identités régionales. Donc la caricature, la hideuse caricature d'un passé que précisément les Espagnols tous ensemble, les Catalans et les autres, ont refusé en adoptant à une majorité extrêmement large cette constitution. Et ça me paraît quand même extrêmement intéressant de montrer cette solidarité des trois éléments constitutifs de l'Espagne nouvelle. Et alors, je voudrais, en conclusion, évidemment, élargir sur l'Europe. Moi, je crois que ces trois crises, ces trois domaines, eh bien, nous les vivons exactement de la même manière. Je ne prendrai pas les 27 États de l'Union européenne, mais prenons les trois États de l'arc atlantique, les trois grands États de l'arc atlantique, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne. Mutatis mutandis, nous vivons des crises comparables. Prenez le Royaume-Uni se sépare de l'Europe et en même temps il implose. J'ai vu la Premier ministre d'Écosse venir à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, une femme remarquable, très équilibrée, très modérée, mais sa référence au Royaume-Uni n'existe plus. Et il y a, non pas la revanche des nations contre l'Europe, mais une implosion simultanée du lien européen et du lien à la nation. Deuxièmement, en Angleterre, crise sociale. Il est évident que le non au référendum a été la revanche de toute cette Angleterre pauvre du nord de l'Angleterre, contre l'establishment londonien. Et troisièmement, une crise du système politique lui-même, puisqu'on voit bien que la mère de toutes les démocraties qu'est le Royaume-Uni ne marche plus droit, que le bipartisme ne fonctionne plus, que les partis sont séparés en profondeur. Donc, sachons reconnaître là aussi les marques d'une crise assez grave. Quant à la France, c'est trop évident. Un livre excellent de M. Fourquet vient de paraître, décrivant la France comme un archipel, et c'est effectivement cet éclatement qui est très partiellement territorial, il y a la Corse évidemment, mais qui est surtout social, qui est une fragmentation de la société, une remise en cause par des mouvements de violence auxquels on n'était pas du tout habitué en France, des procédures démocratiques, donc une fragmentation, et évidemment un déni de l'engagement européen. Regardez les candidats aux différentes listes, aux élections européennes, ils étaient très majoritairement allergiques à l'Union européenne. Donc, vos problèmes sont les nôtres. Nous vivons, mutatis mutandis, tous les mêmes problèmes. Et c'est quand même extrêmement grave, parce que nous devons défendre ces valeurs. Nous devons défendre l'autonomie et le partage. Nous devons défendre la démocratie, les libertés et le respect des autres. Nous devons défendre la modération qui est la condition du respect de chacun par chacun. Tout ça est absolument essentiel. Et je crois que quand on achève le livre de Benoît, on se dit mais où est la solution? Et effectivement, il faut dire comme le disait, je crois, Ortega y Gasset, il n'y a pas de, il n'y a pas de solution. Le problème, oui, il n'y a pas de solution. Ben, la solution, elle est dans le... Un grand homme un peu cynique mais très intelligent disait, il zozotait un peu, il disait la politique, ça ne consiste pas à résoudre les problèmes, ça ne consiste pas à résoudre les problèmes, ça consiste à vivre avec des problèmes insolubles. Et je crois que c'est une très bonne définition. Et comment peut-on vivre avec des problèmes insolubles? Par la civilisation, par le respect des autres, par le respect des procédures, par le respect d'un pacte constitutionnel qu'on a passé. Et à ce moment-là, on cause, on se comprend, et on évite d'aller aux extrêmes. Et c'est
ce grand savoir-vivre ensemble qui est en cause en Espagne, qui est en cause en France, qui est en cause au Royaume-Uni et qui est en cause dans toute l'Union européenne, c'est peut-être ça le grand enjeu des combats politiques qui nous réunissent tous les pays d'Europe, et qui vont nous réunir dans les prochaines années. Nous sommes tous ensemble dépositaires de ce qu'il y a de meilleur dans la civilisation humaniste. Ne l'oublions jamais. Je vous remercie. Buenas tardes. Yo descubrí a Benoît Pellistrandi en julio de 2017, cuando llegué a París. Es difícil describir su personalidad en pocas palabras, pero quisiera destacar al menos algunas características. La primera es su sólida formación histórica. Su rigor intelectual, es alumno de Joseph Pérez, el hispanista e historiador, y probablemente en la actualidad Benoît es el mejor especialista francés en la historia de España. Ello se combina con una extraordinaria capacidad de trabajo. Los días de Benoît parece que tienen 48 horas, porque se multiplica tanto escribiendo como compareciendo ante los medios de comunicación, dando explicaciones. Es un auténtico fenómeno. A ello se une una claridad en la exposición que le convierte en un excelente comunicador. Por eso Benoît está tan solicitado en televisiones y en radios, porque explica muy bien, es muy didáctico y se le entiende muy bien todo lo que dice. A ello se completa con un extraordinario amor a España, que es palpable en todos sus escritos, en sus intervenciones, en su constante estar al quite para contar y transmitir la realidad histórica de España. Por si fuera poco, es una excelente persona. En cuanto al libro, quisiera decir dos cosas. La primera es que es un libro necesario. Es un libro muy necesario en Francia, donde tanta ignorancia o tanta falta de conocimiento hay sobre la situación de Cataluña dentro de eso. Que es un libro necesario en Francia lo muestran todas las recensiones que se han publicado sobre el mismo. Es un libro de historia, sobre una historia además que no es francesa. Sin embargo, ha tenido recensiones en Le Monde, Le Figaro, en el Obs, Canal Enchaîné y en Histoire, y probablemente me estoy dejando de. Pero es un libro necesario también en España, donde también hay que explicar muchas cosas y donde también hay que hacer una labor didáctica muy importante. Por eso espero que sea traducido al español. Creo que va a ser presentado próximamente, incluso este mes en Madrid. Y es un libro necesario para hacer frente a tanta manipulación y tanta noticia falsa como estamos viviendo. Y desgraciadamente soy testigo de esas manipulaciones y de esas noticias falsas a diario. Solo con manipulaciones y noticias falsas se explica que 41 senadores suscriban una tribuna diciendo todo tipo de barbaridades sobre España, ninguna de las cuales es cierta y todas las cuales son una enormidad absolutamente impresentable. Además de un libro necesario, es un libro certero, puesto que es un esfuerzo formidable de explicación de la crisis catalana, contando también los orígenes del catalanismo en el siglo XIX. Hace un esfuerzo no solo de explicar el presente, sino también los antecedentes pasados del fenómeno del catalanismo. Me llama la atención también que maneja en toda la bibliografía de textos históricos del XIX, del nacionalismo histórico catalán, hasta las publicaciones más recientes, el libro de Saint Denis Morel o el libro de Eduardo Mendoza, por ejemplo. En cuanto al contenido, quisiera destacar dos cosas y no me quiero extender mucho porque en realidad aquí quien debería hablar es Benoît y estamos hablando todo el tiempo. Bueno, uno de los hechos más graves a los que asistimos, y es una de las cosas que destaca Benoît, es la deformación de la historia. Voy a citar alguna frase de Benoît en francés. La deformación de l'histoire atteint en Catalogne des proportions qui doivent alerter n'importe quel démocrate. Esta manipulación, esta deformación alcanza una auténtica paranoia. Y sigo leyendo. Cette instrumentalisation a fini par brouiller la compréhension que les Catalans ont de leur propre histoire et les a enfermés dans un monde parallèle. Yo suelo hablar de Matrix cuando explico el fenómeno catalán. Une dimension paranoïaque s'est emparée de leur compréhension de l'histoire. Y aquí
quisiera relatar una anécdota personal. A mí me tocó acompañar a Artur Mas en la visita que hizo a Israel en el año 2013. Y uno de los aspectos de la visita en el programa pues era tradicionalmente la visita a Yad Vashem, el Memorial del Holocausto, que conmemora el asesinato de 6 millones de personas durante el nazismo. Pues a la salida de Yad Vashem, Artur Mas, expresidente de la Generalidad, firmó el libro de oro y luego hizo unas declaraciones a la prensa catalana que le acompañaba, en las que dijo que la visita a Yad Vashem había sido muy emotiva, que se había sentido muy identificado, que había comprendido muy bien la historia que se contaba, puesto que el pueblo catalán también había sufrido mucho. Esto no me lo estoy inventando, esto lo he vivido yo en el año 2013. Y si queremos ir a un hecho más reciente, pues podemos también recordar el tuit de Elsa Artadi hace unas semanas, en la que citaba a Ana Frank para hablar sobre la falta de libertad de opinión y de expresión en catalán. A esta transformación de la historia se añade una identificación de Cataluña con el independentismo, olvidando la pluralidad catalana. Aquí vuelvo a leer a Benoît. Le gouvernement catalan a tout simplement progressivement oublié de prendre en compte toute la réalité catalane et s'est enfermé dans l'illusion d'une unanimité nationale. Nuestro principal y gran problema, y esta es mi conclusión, y cito aquí a Silvia de Sassard, es que hemos pasado del nodo a la nada. Es decir, hemos pasado del noticiario franquista a la nada. No tenemos un relato nacional. Hemos abandonado un relato nacional que es absolutamente necesario recuperar. Y esto también lo señala Benoît, que dice: l'Espagne démocratique de 1978 a abandonné aux communautés autonomes, par l'éducation entre autres, le soin de dire l'Espagne. Y mientras no recuperemos el soin de dire l'Espagne, mientras no tengamos un relato nacional, este problema y otros que podemos tener en el futuro no tendrán solución. Y uno de los elementos que hacen especialmente valioso este libro es que contribuye en gran medida a recuperar este relato nacional. Muchas gracias. Gracias. C'est un peu difficile de prendre la parole à la fin après avoir entendu tout ce que je viens d'entendre. Votre Majesté vous a interdit de prendre des compliments. Et de toute façon, effectivement, dans une soirée comme celle-ci, l'auteur a d'abord comme première mission l'expression de sa gratitude et de sa reconnaissance. Gratitude à l'égard du directeur de l'Institut Cervantes, don Javier Muñoz, qui, outre la mise à disposition de cet endroit et la programmation de cette soirée, me fait aussi la joie de m'offrir son amitié. Gratitude et reconnaissance à l'égard de mon éditeur, Benoît Chantre, qui, grâce à l'intermédiaire de notre ami commun Jean Duchesne, a bien voulu prendre le risque de ce livre. Mieux, il l'a accompagné dans un travail d'édition. Il a mis au service d'un texte qui conjugue l'histoire immédiate et l'histoire longue. Et pour cela, se veut un petit peu plus qu'un livre d'actualité, mais ne prétend pas être un livre définitif. Son érudition incroyable, son savoir philosophique, mais surtout son élégance personnelle et intellectuelle. Et c'est un plaisir que d'être comme ça grandi par l'aide de Benoît Chantre. Gratitude à l'égard du professeur Luis Corral Lafonte qui nous a fait la gentillesse de venir depuis Saragosse, non pas que ce soit si long, car que les Pyrénées à franchir dont on a vu la difficulté que ça représente. Gratitude à l'égard du député Jean-Louis Bourlange, qui a bien voulu lire mon livre et en tirer des réflexions plus générales que je partage complètement. Il a perçu la réalité profonde de cette question, qui n'est pas que catalane, qui n'est pas qu'espagnole, mais qui est bien européenne, parce que c'est une question politique. Et je dois dire que Jean-Louis Bourlange a aussi le courage de s'informer des choses pour pouvoir parler avec précision de les apprendre. Cette méthode est sans doute démodée, mais il faut bien préciser. Enfin, bien sûr, gratitude et reconnaissance à son excellence professeur d'Espagne, don Fernando Calderera, qui m'a fait l'honneur de présenter mon livre, qui me prouve très
souvent, et plus que je me mérite, son amitié. Et je dois dire que je suis très ému, effectivement, de ce qui vient d'être dit. Pourtant, il convient de préciser que ce livre n'a pas été commandé par le gouvernement espagnol. Autant dire tout de suite les choses, au risque de passer pour peu diplomate, et les diplomates présents m'excuseront de jouer ainsi l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais dans le festival de fake news qu'a été la crise catalane et qui se poursuit aujourd'hui dans les cercles indépendantistes, je préfère dire hautement et clairement la vérité. J'ai écrit ce livre comme historien. L'actualité espagnole, puis la crise catalane, ont donné à l'exercice de mon métier un volet médiatique que j'ai accepté, moins par vanité, c'est ce que j'essaye de croire, que par souci de dire sur l'Espagne des choses à peu près sensées et informées. J'aime l'histoire politique. Je me suis passionné pour la manière dont les historiens espagnols avaient, au XIXe siècle, tenté de mettre en forme ce discours national. J'ai toujours été attentif et même fasciné par l'historiographie espagnole qui s'interroge sur l'Espagne comme énigme historique. Question que nous, en France, on ne pose pas. Et aussi, par ailleurs, et je le dis clairement, j'admire ce pays qui a réussi à écrire une très belle page d'histoire politique dans le fonctionnement de sa démocratie de 1978 à aujourd'hui. Il y a eu, on l'a évoqué, la transition, mais il y a eu aussi la résistance d'une société au coup du terrorisme de l'ETA, l'enthousiasme européen, une diplomatie de l'influence culturelle qui fut en 1992 de Barcelone, la capitale olympique, de Séville, le siège de l'exposition universelle, et de Madrid, la capitale culturelle européenne de l'année. L'Espagne est devenue un pays attirant. En un demi-siècle, son image s'est profondément transformée pour le bien des Espagnols et la chance de tous. Alors bien entendu, cette vision positive doit être complétée de points négatifs. La corruption a fragilisé la démocratie espagnole, mais la justice passe. La crise économique de 2008 a mis à jour des fragilités structurelles et des faiblesses morales qui expliquent le désarroi de bien des électeurs. Mais quel pays ne fait pas l'expérience d'un bilan contrasté? Eh bien, cette Espagne, avec ses qualités et ses défauts, je l'aime. Je n'ai pas peur de le dire. Cette Espagne, c'est autant la Rioja, où je passe des vacances, que Madrid, où j'ai travaillé et conservé nombre d'amis, mais aussi Barcelone, que j'aime chaque fois davantage, même si ma tête est peut-être mise à prix quelque part. L'Espagne est un tout, et si elle n'est pas un bloc, j'ai eu l'occasion de dire sur France Culture que tout connaisseur de l'Espagne sait qu'il faut parler d'elle au pluriel. Quelle chance que ce grand pays qui, de la Galice à l'Andalousie, en passant par l'Estrémadure et la Castille, nous offre de si somptueux paysages et le témoignage d'une histoire d'or et de sang. Quelle exceptionnelle Espagne méditerranéenne, et que j'aime cette Espagne Masia, comme on dit aujourd'hui, mais qui semble comme renfermer en elle un passé si plein de vitalité quand on connaît la langue et la littérature espagnole. La chance d'être français et que je peux aimer l'Espagne sans réserve. François Mauriac disait qu'il aimait tellement l'Allemagne qu'il était content qu'il y en ait deux. Eh bien, on pourrait le paraphraser et dire que c'est une chance formidable qu'il y ait 17 communautés autonomes. Et moi, ça ne me pose aucun problème, ce sont 17 raisons d'aimer l'Espagne. Mais l'amour, l'attirance et la passion ne font pas tout. Ils peuvent expliquer le choix de cet objet d'étude, ils en expliquent la motivation, mais ils ne sauraient être les grilles explicatives mobilisées. La crise catalane m'est apparue majeure parce que ce qui a été en jeu est tout simplement la possibilité de la démocratie espagnole. Le titre, Le labyrinthe catalan, est un renversement du fameux livre de Gerald Brennan, publié en 1941. Là où il avait identifié un labyrinthe espagnol dramatiquement compliqué par la guerre civile, j'ai voulu montrer que la crise indépendantiste menaçait de recréer le labyrinthe espagnol. Mais cette fois-ci, depuis la Catalogne. Et je voulais aussi rappeler que la question catalane, avant d'être une question hispano-catalane, est une question catalano-catalane. D'où l'architecture de mon livre, un premier chapitre qui s'appelle « Jeunesse d'une crise », où je montre effectivement, ce que Jean-Louis Bourlange a rappelé, ce triple pacte de la démocratisation, décentralisation, entrée dans l'Europe, et je montre aussi comment l'évolution du système des partis a fini par percuter de façon très forte, c'est
nationalistes se sont jetés dessus pour en tirer tout profit et tout l'avantage. Et j'explique du coup comment il y a eu cette montée aux extrêmes pour créer les conditions de confrontation qui est en grande partie artificielle. Alors je sais que quand je dis ça, je vous fais honnir par les indépendantistes catalans, mais non, la Catalogne n'est pas une région opprimée, non, le catalan n'est pas une langue persécutée, non, la Catalogne ne présente pas des niveaux de développement économique qui seraient moindres que ceux du reste de l'Espagne. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un sentiment qui se développe et qui puisse expliquer un certain nombre de choses, mais la question n'est pas là. Et donc, c'est là aussi où je rejoins l'analyse qu'a faite Jean-Louis Bourlange. Il y a eu un jeu de rôle de la part des politiques et ils ont créé une créature qui leur a en grande partie échappé. Je pense que la difficulté actuelle, c'est qu'ils ne savent pas comment effectivement faire rentrer le diable de sa boîte. Le deuxième chapitre s'appelle Généalogie du nationalisme catalan, où j'ai voulu montrer, notamment pour un public français, des choses que les Espagnols connaissent parfaitement, c'est qu'il y a plusieurs sources à ce nationalisme catalan. José Luis Corral a fait allusion tout à l'heure à la Renascença. Il faudrait faire allusion naturellement au nationalisme d'inspiration catholique, qui a été très important en Catalogne, mais ensuite au nationalisme d'inspiration républicaine, puis socialiste, au rôle que l'anarchisme a joué, la mémoire de la guerre civile. Et en réalité, ce sont plusieurs courants parfaitement contradictoires les uns aux autres qui ne convergent pas, mais qui créent une sorte de bouillon de culture et qui donnent la situation dans laquelle on est actuellement. Et enfin, le troisième chapitre s'appelle Les enjeux, ce que la crise catalane de l'Espagne. Alors, j'ai eu l'occasion de dire publiquement, et je le redis ici, y compris devant l'ambassadeur d'Espagne, qui j'espère me le pardonnera, que je conçois parfaitement qu'on puisse être indépendantiste. Ce que je ne comprends pas, ce sont les raisons mobilisées, qui sont aujourd'hui de mauvaises raisons. Je vous l'ai dit, la Catalogne n'est pas une région primée, elle jouit d'une très large autonomie et de compétences multiples. Certes, il doit pouvoir être possible d'améliorer son fonctionnement quotidien. Mais ayons le courage de poser quelques questions. Qui a le plus intérêt à un gouvernement ultra décentralisé? Les citoyens ou les élus? Le bien commun ou le bien de quelques réseaux clientélaires? Car l'État est aussi un arbitre des intérêts contradictoires. Plus grave encore, si jamais l'indépendance devait un jour arriver, doit-elle être une revanche de l'histoire? Peut-on jamais prendre une revanche sur des fantômes? La manière dont l'histoire est régulièrement manipulée en Catalogne doit nous alerter. L'histoire n'est peut-être pas une science, mais n'en faisons pas cette chimie dénoncée par Paul Valéry, que je cite: « L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretiennent les vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. » Je suis désolé, mais à force de travailler sur le nationalisme catalan et le nationalisme catalan d'aujourd'hui, il transmet un message amer, superbe, insupportable et vain. Et donc cette indépendance ne peut pas être fondée sur ces mensonges, au risque de créer d'ailleurs une situation dramatique dans plusieurs années. Elle peut être éventuellement, c'est ce que vous disiez Jean-Louis, un projet politique rassembleur et prospectif, mais aujourd'hui elle n'est pas cela. Et j'ai essayé de montrer dans le livre combien les sources du catalanisme sont multiples et contradictoires. D'où sans doute la prééminence des divisions du camp nationaliste sur ces convergences, et qui explique, à mon avis, très précisément la situation actuelle. Je me place ici en tant qu'historien des idées, mais il faudrait compléter l'analyse naturellement par les problèmes de positionnement politique et de surveillance que chacun des acteurs fait de l'autre pour empêcher de prendre le dessus dans cette crise. L'Espagne, nous l'avons dit déjà au cours de septembre, nous a donné un exemple de grande politique, c'est-à-dire d'une construction commune faite de concessions réciproques, rendue possible à la fois en raison d'un rapport de force politique, et ici ce sont les électeurs qui décident, et de l'exercice de l'intelligence et de la liberté par les responsables politiques. Et je rejoins ce que disait Benoît, j'ai l'esprit classique, évidemment, je n'ai pas l'esprit baroque du tout. Ça m'est difficile, en tout cas pas pour la politique. Il ne dira pas à sa honte. Mais en même
même temps, pas d'angélisme. Ce fut la politique, c'est-à-dire aussi une lutte démocratique pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Je ne suis pas en train de dire effectivement que la transition fut un jeu parfaitement angélique. Non, les affrontements, par exemple, entre Adolfo Suárez et Felipe González ont pu être très durs. La motion de censure de mai 1980 est un moment quand même de très grande tension. Mais, n'empêche, ce sont des pages admirables. Et qui en plus exorcisaient le passé de l'Espagne. Parce que, en tant qu'historien du 19e, c'est vrai que la politique espagnole n'est pas complètement brillante. Enfin, elle peut être parfois très. Même caricaturale. Or, la crise catalane nous a renvoyé au pire de la politique. Les tactiques à courte vue, c'est une chose que j'ai progressivement comprise au fur et à mesure que j'allais sur les plateaux et que j'essayais d'expliquer les choses. Je pensais que les indépendantistes avaient une stratégie. Non, ils n'avaient pas de stratégie, ils avaient une tactique. Et à chaque fois, chaque coup, ils complétaient. L'attentisme, la manipulation des esprits, la menace et l'instrumentalisation, et surtout le mensonge. Car au vrai, il y avait au début même de cette crise un biais. L'indépendance était impossible. Et ceux qui plaidaient pour l'indépendance le savaient. Ce qui est en train d'être vécu, elle était en réalité une sorte de nouvel horizon qu'on avait créé de manière artificielle, destinée à faire durer un peu plus le succès des partis nationalistes. Car une des difficultés à laquelle est confrontée la démocratie espagnole, c'est que les partis nationalistes, ayant une assise territoriale qui leur permet de jouer au niveau national, ils doivent se survivre à eux-mêmes. Et si un jour un parti nationaliste se présente devant ses électeurs en disant « merci, j'ai accompli ce qu'il fallait », ils seront remerciés et remplacés par d'autres. Donc il faut se survivre à soi-même, et je crois que ça explique la dérive d'Artur Mas en 2012, ce baiser de la mort avec Esquerra Republicana et j'espère Catalunya en 2015, et la suite. Et ce qui est en train d'être vécu par l'ensemble des Espagnols est une crise extraordinairement grave dont parfois on sous-estime l'intensité. Beaucoup de bons esprits ou de gens sincères ont pensé qu'il suffisait de donner la possibilité aux Catalans de voter, oubliant au passage qu'ils ont voté à 13 reprises pour des élections générales depuis 1977 et à 13 reprises pour des élections régionales. Et je voudrais aussi quand même rappeler que depuis 2010, la Catalogne a voté en 2010, en 2012, en 2015, en 2017. C'est ce que j'appelle la weimarisation de la situation en Catalogne. C'est un mot suffisamment grave, mais qui dit effectivement quand on n'est pas capable effectivement de faire fonctionner les institutions et qu'on les instrumentalise à seule fin effectivement d'essayer de modifier un rapport de force qui en réalité ne bouge pas, on les affaiblit de façon considérable. Et donc ceux qui disent, je fais allusion à un texte d'actualité récente, qu'en démocrate naïf ils pensaient qu'il suffit de voter, non, il suffit de voter, ça ne veut rien dire. Et de la même façon, ce que le président de la Généralité actuelle, Quim Torra, a dit que la démocratie est au-dessus de la loi, me paraît une aberration qui pourrait être dite par n'importe quel régime en voie de totalitarisation. En fait, une des difficultés que l'on a, c'est qu'il est très difficile d'essayer de transposer la crise catalane au cadre français. Et les atteintes que le fonctionnement, et donc de faire comprendre que les atteintes que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics a subi de la part des élus catalans. Une chose cependant, à mon avis, est sûre, c'est que la patience de la République une et indivisible n'aurait pas été celle de la démocratie espagnole. Et que s'il y a des leçons de démocratie à donner, je ne suis pas complètement sûr que ce soit de ce côté-ci des Pyrénées qu'il faille les deux. Le débat, vous le savez, agite d'ailleurs la campagne électorale, les Espagnols sont en train de vivre, et je ne vais donc pas m'immiscer dans ce terrain. D'abord parce que je ne vote pas en Espagne, et qu'ensuite ça ne sert à rien de se fâcher alors que l'ambiance est excellente. Enfin, je voudrais finir en rappelant ce que j'ai dit dans ma conclusion. Il est temps que la Catalogne redevienne la Catalogne. Que le mot cesse d'être un totem, une réalité surplombante qui, écrasant dans la logique du ami-ennemi, écrasant donc ces clivages socio-politiques, conduit à une verticalisation de la politique, d'où, en général, surgissent les fascismes et les drames. Je suis peut-être très pessimiste, c'est pas complètement mon tempérament encore que, mais parce que je crois véritablement que c'est ça ce qui est en jeu. Alors, puisque nous avons beaucoup parlé de son, on pourrait terminer par une sorte de rêve. Il serait bon que le climat
climat permette un jour de redire ensemble, dans le respect des convictions de chacun et des traditions de tous, Visca Catalunya, viva España. Ce qui se passe actuellement en France montre que l'équilibre territorial n'est pas totalement réalisé. Je crois que là, nous avons un choix très important à faire, mais je pense que vis-à-vis de la Corse notamment, la grande erreur, ce serait d'écouter les Corses sur un point précis. Parce que les Corses nous disent exactement, et ça s'applique aux Catalans, ça s'applique à tout le monde. Les Corses nous disent exactement ce que M. Pujol disait quand il disait du café pour tous. Et les Catalans avaient une extrême difficulté à admettre que leur traitement, que la condition, le statut qui leur serait réservé, ils n'en avaient pas nécessairement le monopole. Et qu'en réalité, toutes les autonomies pouvaient, d'une façon relativement, avec des différences bien sûr, mais relativement égale, bénéficier de ces conditions de décentralisation. Ce n'était pas d'un côté l'Espagne et la Catalogne. En France, c'est la même chose. Ce ne doit pas être la France et la Corse. En revanche, nous avons besoin de faire vivre l'ensemble de nos régions et nous nous y prenons pas bien. Nous nous y prenons pas bien. Nous avons un empilement de collectivités territoriales qui est tout à fait inefficace et extrêmement coûteux. Il ne s'agit pas de faire le procès des élus, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus structurel. Nous avons fait une réforme, il y a quelques années, le président Hollande a fait une réforme du régionalisme qui vraiment, on voit bien pourquoi il l'a faite, parce que c'était la seule réforme où il n'avait pas un problème avec son aile gauche. Mais on ne fait pas une réforme parce que justement, ça maintient provisoirement pendant quelque temps l'unité d'un parti politique. On fait une réforme parce qu'elle est nécessaire. Et je veux dire que d'avoir une région, je ne parlerai pas de la Catalogne, mais je parlerai d'autres parties, une région qui va de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Châtellerault, il faut quand même trouver l'unité. Et une région qui va, comme celle que préside M. Wauquiez aujourd'hui, pas la faute de M. Wauquiez, hein, une région qui va du Cantal jusqu'à la frontière suisse, là encore, c'est une singulière région. Donc je trouve que nous n'avons pas suffisamment fait vivre le problème. Alors effectivement, on a là-dessus un double problème, c'est qu'on a une partie du Pays Basque et on a une partie du pays catalan. Ben, laissons-les vivre en France, mais d'une façon beaucoup plus décentralisée que ça ne l'est aujourd'hui, et n'essayons pas d'importer des modèles qui ne sont pas exactement ceux auxquels la France est habituée. Il y a un très beau livre d'ailleurs qui vient d'être écrit sur l'histoire des territoires en France de M. Grenouillot, qui avait écrit une très très belle histoire de la traite négrière, et qui a écrit un livre et qui montre bien à quel point ce problème est complexe et ne doit pas être ramené à des éléments simples. Mais c'est clair
que la France est faite comme elle est. Je me rappelle qu'on apprenait à l'école que la paix des Pyrénées avait valu à la France l'Artois et le Roussillon. Je me rappelle ça, c'était la conclusion de la guerre, non pas de la guerre de 30 ans, qui était finie 10 ans plus tôt, mais de la guerre franco-espagnole. Alors on a tous appris ça, on ne veut pas lâcher le Roussillon, on ne veut pas lâcher la Catalogne, on ne veut pas lâcher l'Artois non plus, bien qu'Arras soit une magnifique ville espagnole, ça c'est vraiment splendide, mais on doit quand même apprendre en France à faire respirer un peu autrement. Et moi, mon drame, ma frustration actuellement, quand je vois tout ce qui se passe autour du grand débat des Gilets jaunes, c'est qu'on n'improvise pas les choses comme ça, sans documenter le débat, sans proposer des alternatives, sans étudier les choses de façon profonde. Nous avons une grande chose à faire, nous devons remodeler la cartographie des pouvoirs en France. Nous devons le faire. Le général de Gaulle s'y était essayé, mais s'y était mal pris et ça lui a coûté le pouvoir. Et le problème est entier et nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un ordre jacobin, même si le plus grand représentant de cet ordre jacobin dans la politique française a, depuis quelque temps, décidé de planter sa tente ailleurs et d'aller voir comment ça se passait à Barcelone. Yo quería saber si... Yo conozco mucha gente en Barcelona que ha evolucionado de un punto, de una posición política quizá más concorde con el Estado autonómico, a gente que ha evolucionado a un movimiento independentista, mucha gente joven. Yo quería saber cuál es su opinión acerca de cuál es la responsabilidad de todo el Estado español para que hayamos pasado de que el independentismo sea algo residual a que a día de hoy las encuestas den unos apoyos de un 47-48%. Y si la reforma del estatuto que hubo en su momento y que se aprobó de mala manera antes que la resolución del Tribunal Constitucional es el origen del problema, y si una reforma de un estatuto es una posible solución. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, la crise, elle a sa logique chronologique. C'est 40 ans après le début de la construction nationale en Catalogne, et il est clair que les institutions culturelles et éducatives de la généralité ont favorisé, à travers l'enseignement de l'histoire et d'un enseignement de l'histoire largement manipulé, cette conscience nouvelle. D'ailleurs, c'est intéressant, on fait parfois des enquêtes sur les jeunes Espagnols, ils ne savent pas situer chronologiquement Franco, ils ignorent, mais ils sont prêts à dénoncer l'État franquiste. Alors, ils ne savent pas exactement ce qu'ils dénoncent, mais ils le dénoncent ce qu'on leur a dit de le faire. Voilà. Et du coup, il y a eu un vrai problème qui tient en réalité aux conditions mêmes, et là ça nous renvoie à la question basque, aux conditions mêmes dans lesquelles on a négocié les statuts d'autonomie en 1978. La Constitution est votée en décembre 1978, et ensuite il faut rédiger les statuts d'autonomie. J'ai eu l'occasion de participer à une jolie thèse sur l'œuvre de Pedro José Pérez Llorca, un des pères de la Constitution qui vient de nous quitter. Et c'est tout à fait passionnant parce que on négocie, le gouvernement espagnol négocie avec les nationalistes catalans, les nationalistes basques. Les Galiciens viennent un peu derrière, et c'est extrêmement difficile parce que les deux négociations sont menées en parallèle, chacun regarde ce qui va être concédé à l'autre. Sur l'éducation, ça coince. D'ailleurs, le gouvernement espagnol n'est pas favorable à céder les compétences d'éducation aux communautés, la Catalogne d'abord, le Pays basque ensuite. Mais nous n'oublions pas, nous sommes en 79, le DA tue. Et tue à peu près tous les 2 ou 3 jours. Et Xavier Arzalluz vient à la Moncloa, négocie avec Adolfo Suárez et lui promet, si les Basques ont l'éducation, la paix. Et Adolfo Suárez fait un choix politique, l'éducation contre la paix. C'est le choix qu'il fait. En 1979. Aujourd'hui, on peut mesurer l'erreur. Ça a représenté une erreur que la Seconde République n'avait pas faite. La Seconde République, de ce côté-là, était beaucoup plus jacobine, même si elle a décentralisé l'Espagne. Est-ce que Xavier Arzalluz était sincère quand il a dit « Donnez-moi l'éducation et moi je vous donne la paix » Est-ce qu'il a surestimé le pouvoir d'influence que le PNV avait sur le cercle terroriste de l'ETA?
c'est aussi possible. Je crois qu'il ne faut pas être dans une approche complètement cynique. Je pense que Javier Zayus y a cru, mais ça ne s'est pas produit comme cela. Dès lors que les Basques avaient l'éducation, il fallait que les Catalans aient l'éducation. Donc on est arrivé à ce système baroque où la moitié du programme scolaire est défini par la région autonome et l'autre moitié par le ministère de l'Éducation nationale. Et dès lors que vous avez un corps d'enseignants qui est devenu un corps de statut, et donc alors on avait un premier statut, de vouloir rajouter à nos statuts et de montrer qu'il était plus nationaliste que les nationalistes. Et ça a eu une contradiction de la gauche, des gauches catalanes, s'il faut vraiment en parler au pluriel, ces gauches qui sont internationalistes, qui sont pour la solidarité, ont embrassé une cause nationaliste extraordinairement exclusive. Et après, tout ça s'est très mal passé parce que Luis Zapatero a été un peu imprudent en disant j'accepterai le statut quoi qu'il arrive. Et quand il est arrivé, effectivement, Alfonso Guerra, qui était président de la commission des affaires constitutionnelles au Parlement, s'est employé à nettoyer dans le texte avec la Constitution. Et puis après, on peut le dire, il y a eu de la part des deux grands partis, le Parti populaire et le Parti socialiste, ils ont joué avec les institutions en ne procédant pas au renouvellement des membres du tribunal constitutionnel. Ce tribunal constitutionnel qui était infiniment respecté, qui avait gagné sa légitimité, et à chaque fois je pense à cette grande figure qui était Francisco Tomás y Valiente, eh bien, ce tribunal constitutionnel qui était un des piliers de la démocratie espagnole a été torpillé par les deux grands partis qui ont vraiment montré dans les années 2004-2010 voilà, le pire de la politique. Et c'est très dommage parce qu'on a des grands juristes espagnols qui, quand ils ont ensuite été nommés, ont été victimes du processus la manière dont les politiques ont instrumentalisé. Du coup, effectivement, on arrive à une situation ubuesque. Le statut est proclamé, 4 ans après, il est déclaré en partie, pour ramener les choses, la sentence, d'ailleurs, ils ont parlé 500 pages, elle est très argumentée. On l'oublie trop souvent, ce sont les magistrats progressistes nommés sur proposition du Parti socialiste qui ont été le plus critique avec le statut d'autonomie. Et dans la présentation de la crise, on dit toujours c'est le Parti populaire qui a présenté le recours devant le tribunal constitutionnel. C'est vrai que c'est eux qui ont rassemblé les signatures, mais le jugement est très sévère du côté des magistrats progressistes. Donc tout ça a créé une situation, et il est vrai aussi que quand le président de la Generalitat, à l'époque socialiste, José Montilla, prend la tête d'une manifestation contre un des organes de la démocratie espagnole, c'est une situation qui ne peut que créer la situation de crise dans laquelle on est. Donc, on le voit bien, il y a eu beaucoup d'imprudence à dénoncer ces institutions qui sont nécessaires et qui permettent le fonctionnement de la démocratie. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un déficit démocratique parce que les gens ne comprennent pas à quoi servent ces institutions et pourquoi il faut effectivement que les lois non passent pas au-dessus de la démocratie, mais les lois permettent à la démocratie d'être véritablement démocratique. Et donc je pense effectivement que nous payons cher l'absence d'une culture politique. Ce que vous disiez, Jean-Louis, tout à l'heure aussi, pourquoi cette bourgeoisie catalane est devenue révolutionnaire? Pourquoi il y a une alliance entre Convergence et Union et la coupe? Je veux dire, est-ce que vous verriez en France Jean Larcher aux côtés de Philippe Poutou? Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Il n'est pas se suicider, Retailleau.